Il est 13 heures, bonjour à tous, merci de votre attention. Tout de suite les titres à la une de l'actualité. Le chef de l'État Alassane Ouattara a accordé une audience à son homologue togolais Faure Gnassingbé en visite d'amitié de travail en Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation socio-politique et sécuritaire dans la sous-région. Ils ont évoqué la décision de certains pays de quitter la CEDEAO ainsi que la situation humanitaire des populations dans ces pays. Hier samedi 17 février s'est ouvert à Addis Abeba en Éthiopie la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le vice-président de la République représentait le chef de l'État à ce sommet. Changement anticonstitutionnel, coup d'État militaire et autres conflits au cœur de ce sommet. Répondant à l'appel du chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé et les guides religieux de toutes les confessions de Côte d'Ivoire étaient hier samedi au Palais de la Culture de Treichville. À l'unisson, ils ont prié pour la réussite de la CAN et pour la victoire finale des éléphants, vainqueurs de la CAN 2023. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous, merci de nous suivre. Nous sommes la Côte d'Ivoire et nous sommes champions d'Afrique de football et ça fait plaisir de le dire. Et madame, monsieur, il y a exactement une semaine, le pays tout entier était traversé par une salve d'émotions. Les éléphants de Côte d'Ivoire entraient dans l'histoire en devenant champions d'Afrique de football pour la 3e fois. Sacré 11 février 2024, on peut l'affirmer, la CAN, événement sportif majeur faisant peser de grandes menaces sur la sécurité du cyberespace national dans un contexte de digitalisation grandissante. Pour contrer tout risque de cyberattaque et veiller à la protection du cyberespace national, la Direction générale de l'ARTC a initié la mise en place de dispositifs opérationnels intitulés CyberCAN 2023. Dispositif opérationnel pendant toute la durée de la CAN 2023. Nous en parlerons dans le cadre du Dimanche Magazine avec notre invité, Monsieur Amand Vladimir, chef du CICERT. Monsieur Amand Vladimir, le CICERT, c'est le Centre national de veille et de réponse aux incidents de sécurité informatique. Vous en êtes le coordonnateur. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Monsieur Guillet. Alors, nos échanges porteront donc sur la présentation de CyberCAN, le rôle de l'ARTCI dans la cybersécurité nationale et les résultats obtenus avec CyberCAN, notamment, bien sûr, durant, le temps de la compétition. Mais avant notre entretien, regardons ensemble à cette audience accordée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, à son homologue togolais, Faure Gnassingbé, en visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire dans la sous-région. Le compte-rendu de Viviane Haïma. Entretien en tête-à-tête entre le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue du Togo, Faure Gnassingbé, par ailleurs médiateur de la CEDEAO en visite d'amitié et de travail dans la soirée de ce vendredi 16 février à Abidjan. Les deux chefs d'État ont passé en revue la situation sociopolitique et sécuritaire au sein de la CEDEAO et de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ils ont évoqué également la décision de certains pays de quitter la CEDEAO, ainsi que la situation humanitaire des populations dans ces pays. Comme vous l'avez constaté, nous avons passé beaucoup de temps, 2 heures de temps ensemble. Nous avons passé en revue les difficultés, les préoccupations que nous avons au niveau de la sous-région, que ce soit au niveau de la CEDEAO comme de l'UEMOA. Et le président Faure a été désigné comme le facilitateur, le médiateur par la CEDEAO pour nous aider à trouver une solution avec le Niger. L'Afrique de l'Ouest est un bloc où les choses se sont bien passées jusqu'à très récemment et nous devons tout faire pour que cela continue. Merci, Monsieur le Président et chers frères. Je voudrais d'abord te remercier pour l'invitation que tu m'as adressée et surtout pour l'accueil et l'hospitalité que tu as bien voulu me réserver. Ça a été une discussion difficile, parce que les problèmes le sont. Notre région, je crois, n'a jamais connu de telles épreuves. Le problème du terrorisme qui nous affecte tous, parce que nous disons toujours que quand un pays est affecté,
l'ensemble de la communauté est affecté. Et un problème qui dure. Nous avons des États, un pays qui est sous sanction, d'autres qui sont suspendus et qui font encore face à des difficultés qu'ils connaissaient déjà. Donc, nous nous sommes préoccupés, le président et moi-même, de la situation humanitaire dans les différents pays et nous nous sommes interrogés sur la nécessité peut-être de réexaminer ou réévaluer notre stratégie de gestion et de règlement de ces crises-là. Nous sommes préoccupés également par la décision prise par nos frères de quitter la CEDEAO. Et nous croyons qu'un dialogue est toujours possible. Nous ne devons pas arrêter de parler tant que nous n'avons pas trouvé la solution. Avec ce que nous vivons, il y a les sommets, mais entre les sommets, il est important que nous puissions avoir de tels échanges pour nous tenir au courant de l'évolution des choses, pour que les problèmes ne soient pas comme gelés entre deux sommets, mais que nous continuons de nous préoccuper, nous continuons de rechercher inlassablement la solution. J'ai senti le président très soucieux du sort des populations au Niger notamment. Naturellement, nous pensons aussi au président Bazoum. Nous avons parlé de cela. Mais ce n'est pas ces deux situations qui sont tristes, l'un qui est en otage et d'autres populations qui souffrent, ne règlent pas le problème. Quel sens ont les sanctions que nous prenons? Comment faire pour dépasser cela? Parce que le statu quo, l'immobilisme que nous connaissons aujourd'hui n'est plus possible. Nous n'avons pas forcément trouvé une solution et nous n'appartient pas seulement au président Alassane et moi-même. C'est une solution qui doit être trouvée au sein de l'organisation. Donc, les réflexions que nous avons eues aujourd'hui, les discussions qui nous ont occupés aujourd'hui, certainement que d'autres chefs d'État aussi les ont, et nous avons bon espoir. Nous avons bon espoir que nous finirons par trouver une solution à la satisfaction de tout le monde. Au terme de l'entretien, le chef de l'État du Togo a regagné son pays. Et hier, samedi 17 février 2024, s'est ouvert à Addis Abeba en Éthiopie la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le vice-président de la République, Timoko Mélié Koné, représentait le chef de l'État à ce sommet. On retrouve Viviane Haïma. Le vice-président de la République, Koné Timoko Mélié, représentait le président de la République, Alassane Ouattara, aux travaux de la 37e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est ouverte ce samedi 17 février au siège de l'organisation panafricaine à Addis Abeba. Ce 37e sommet a été marqué par le lancement officiel du thème de l'année 2024 de l'Union africaine, à savoir « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle, construire des systèmes éducatifs résilients pour un accès accru à un apprentissage inclusif, qualitatif tout au long de la vie et pertinent pour l'Afrique. » La cérémonie s'est déroulée sous la présidence du président en exercice sortant de l'Union africaine, Assoumani Azali, chef d'État de la République des Comores, qui a passé le flambeau au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Cheikh El Gazaoui, pour un mandat d'1 an. En vue de promouvoir le thème de l'année 2024 de l'Union africaine, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a exhorté les dirigeants africains à investir davantage dans la formation de la jeunesse africaine dans les domaines pointus tels que l'intelligence artificielle. Le nouveau président en exercice a souligné à son tour que l'une des principales clés de succès dans la mise en œuvre de l'agenda 2063, dont la finalité est le développement de l'Afrique à l'horizon 2063, est l'éducation et la formation accrue des masses africaines. Les discours d'ouverture ont fait place à une session à huis clos, au cours de laquelle les chefs d'État et de gouvernement ont planché sur les dossiers à l'ordre du jour, notamment le rapport du président de la République Alassane Ouattara, champion désigné par ses pairs africains, pour le suivi de la mise en œuvre du premier plan décennal de l'agenda 2063.
et ont procédé au lancement du deuxième plan décennal. Cette session a été l'occasion pour le vice-président de la République, Konétié Moko Mélié, de prendre la parole pour traduire la reconnaissance du chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, à ses homologues pour la confiance qu'ils ont placée en lui en tant que champion et traduire sa disponibilité à œuvrer davantage à l'atteinte des objectifs. La clôture du sommet est prévue ce dimanche 18 février à Addis Abeba. Direction à présent le Maroc. Depuis le 15 février dernier, la présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara, prend part à la conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud qui se tient à Rabat. Dans le cadre de cette conférence, elle a participé à une réunion des femmes parlementaires de l'association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, ACK. Reportage. Présente à Rabat au Maroc dans le cadre de la conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud, Kandia Camara, la présidente du Sénat ivoirien, prend part à une réunion des femmes parlementaires de l'association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. Kandia Camara plaide pour une plus grande implication des politiques en faveur de l'émancipation des femmes, invitant les femmes à s'approprier le jeu politique. La seule chose que je voudrais qu'on prenne en compte, c'est l'éducation et la formation des jeunes filles, des petites filles qui deviendront demain des sénatrices. Le peu de femmes dans notre sphère politique, c'est aussi dû au niveau d'instruction des femmes. Il faudrait que dans nos États, dans nos différents pays, que les femmes constituent un lobby, un caucus pour agir au niveau des dirigeants. Une bonne campagne auprès des dirigeants pour que les préoccupations des femmes soient prises en compte. L'exemple de la Côte d'Ivoire, beaucoup de femmes aujourd'hui sont à des postes de responsabilité. Tout cela est dû au leadership du président de la République. Je voudrais demander aux femmes de s'impliquer dans les campagnes électorales, pour pouvoir choisir les personnes à même de faire la promotion des femmes. Les travaux de la conférence parlementaire sur la coopération Sud-Sud se sont achevés par une cérémonie de clôture. Dans la déclaration finale, les parlementaires venus du monde entier ont salué et félicité l'initiative portée par Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, visant à renforcer l'accès du Sahel à l'océan Atlantique. Ils ont souligné l'urgence de combler l'énorme déficit en infrastructures et investissements dans la région atlantique africaine. La CAN organisée en Côte d'Ivoire est terminée depuis dimanche dernier. Cependant, certains échos relatifs à son organisation continuent d'alimenter les colonnes de l'actualité. Et on en parle maintenant. Oui, et comme pour dire merci au Tout-Puissant pour le film de la qualification et la fin de cette compétition qui s'est soldée par la victoire des éléphants, les guides religieux de toutes les confessions de Côte d'Ivoire, répondant à l'appel du chef du gouvernement, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, était hier samedi au Palais de la Culture de Treichville. À l'unisson, ils ont prié pour la réussite de la CAN et pour la victoire finale obtenue. Abdoulaye Koné. Tous les guides religieux de Côte d'Ivoire ont embrassé ce jour et Mère Safaye, le sélectionneur de l'équipe nationale, a aussi pris un bain de foule dans les travées du Palais de la Culture de Treichville. Le plus important pour nous, c'est de voir toute la Côte d'Ivoire comme ça, quelles que soient les religions, quelles que soient les cultures, quelles que soient les ethnies. Voilà, ça c'est la Côte d'Ivoire. Et nous, on est contents pour ça. Un grand moment de retrouvailles pour toutes les confessions religieuses de Côte d'Ivoire. Toutes avaient demandé la protection de Dieu sur notre pays durant la CAN. Elles avaient aussi demandé la victoire finale pour les éléphants. À l'entame de cette compétition, la CAN, le président de la République a instruit M. le Premier ministre à l'effet de mobiliser la classe religieuse de Côte d'Ivoire afin de fléchir chez nous dans la présence de Dieu pour lui demander de permettre la réussite écrasante de cette compétition. Compétition réussie avec le sac des Ivoiriens. Et il plaît au président de la République de revenir là où les choses ont commencé avec Dieu. C'est merveilleux. Un moment de prière, de louange, mais aussi de psalmodie. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa sallim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana
Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Fais-nous aller de victoire en victoire. Victoire sportive, mais aussi victoire économique, victoire spirituelle, victoire culturelle. Bénis ce peuple, Seigneur. Ô Dieu, comme la vie continue, Seigneur, nous aurons besoin de cette grâce qui jalonne jour après jour le cheminement de ce peuple, le peuple de Côte d'Ivoire. Un grand moment de témoignage et de reconnaissance à Dieu. Chaque fois que les fils et les filles d'un pays se donnent la main pour un objectif commun, rien ne peut les empêcher d'y parvenir avec l'assistance du Tout-Puissant. Un ami, pour ma part, me faisait remarquer à juste raison, et je voudrais le citer, il me disait, lorsque vous avez un chef qui est une bénédiction pour l'Afrique, qui est une bénédiction pour l'humanité, vous ne pouvez aller que de victoire en victoire, de succès en succès. Le peuple de Côte d'Ivoire a su faire preuve d'unité et de cohésion en dominant ces divergences internes pour constituer le bloc commun d'un peuple uni et déterminé pour la réalisation d'un objectif clair et fédérateur derrière notre équipe nationale. Et cette énergie positive a mené nos éléphants à la victoire. Principal artisan de cet appel à la mobilisation spirituelle autour des éléphants et de la Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement a dit toute sa gratitude aux hommes religieux. Par la prière et sous les encadrements des différents chefs religieux, beaucoup parmi vous ont jeûné pendant plusieurs jours, ont prié pendant plusieurs jours. Certains sont allés au terrain rien que pour prier, jusqu'à ce que les éléphants prennent la Coupe d'Afrique des Nations. Le président de la République m'a demandé de venir vous dire merci. Merci et encore merci. C'est vrai, nous avons la Coupe d'Afrique des Nations, mais la plus grande coupe que la Côte d'Ivoire a prise, c'est la coupe de la fraternité, la coupe de l'amitié, la coupe de la solidarité, c'est la coupe de la convivialité. Les Ivoiriens ont démontré que ce pays est un pays de l'hospitalité. La canne de l'hospitalité est terminée. L'événement sportif aura été un déclencheur de l'unité nationale et un symbole puissant de progrès pour toute la Côte d'Ivoire. Voilà, des prières qui accompagneront certainement l'exaucement de cette vision de développement de l'activité risicole en Côte d'Ivoire portée par le gouvernement ivoirien. S'inscrivant dans cette vision, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière, Kobena Kwasi Adjoumani, a visité le périmètre risicole de Loka dans la sous-préfecture de Sakassou, où 450 hectares sont dédiés à la production du riz. Kader Sokodogo. Le périmètre risicole de la Loka à Sakassou, visité par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la production vivrière, Kobena Kwasi Adjoumani. Ce site est la propriété de la coopérative des riziculteurs de Sakassou depuis novembre 2009. Ils sont au total 309 producteurs, dont 68 femmes qui exploitent 400 hectares sur les 450 disponibles. En 2023, la coopérative a emblavé 360 hectares pour une production de 2205 tonnes de riz, un site qui donne satisfaction. La Loka, c'est aussi la transformation du riz qui est conditionné dans des sacs et prêt pour la consommation. C'est d'ailleurs cet exemple que le gouvernement veut multiplier à travers tout le pays avec le programme de production alimentaire d'urgence.
On est allé sur le terrain pour voir comment ça va être planté. Et une fois récolté, ça prend la destination des usines pour être blanchi. Donc voyez-vous, au niveau de chaque zone de production, il y a des unités de transformation que nous installons. Et c'est valable pour les autres régions. Ici, compte tenu de l'état vieillissant de cette machine, nous avons décidé d'en mettre une qui va faire 3 tonnes de riz par heure. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. Mais comme ce sont les productions qui doivent précéder la transformation, c'est au vu des résultats des productions que nous allons installer l'autre machine. Sakassou a servi de cadre pour annoncer la Coupe nationale du progrès agricole. Sont concernés les cultures vivrières et maraîchères. Les meilleurs producteurs seront récompensés. Et on garde les pieds dans les champs pour parler cette fois de noix de cajou. Les producteurs de noix de cajou sont sensibilisés avant le lancement officiel de la campagne de commercialisation au titre de l'année 2024 de cette matière première à Bouandougou dans la région du Béret. La Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou a, au cours de sa 12e Assemblée générale ordinaire, invité ses membres à produire de l'anacarde de qualité afin de garantir un meilleur prix. Soro Corona. Selon les données du Conseil du coton et de l'anacarde, la Côte d'Ivoire a produit plus d'1 250 000 tonnes de noix de cajou en 2023. Une quantité qui classe le pays comme le 2e producteur mondial de l'anacarde. À côté de la bonne production, la qualité de la noix de cajou made in Côte d'Ivoire reste un défi majeur à relever. Avant l'ouverture officielle de la campagne de commercialisation de l'anacarde au titre de l'année 2024, la Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou sensibilise ses membres. Nous allons beaucoup mettre l'accent sur la qualité. Et d'ailleurs, nous avons, depuis au cours de l'année 2023, commencé à sensibiliser nos producteurs sur la bonne pratique agricole, la qualité. Et nous allons continuer cela en début de campagne 2024 pour que nous ayons des meilleurs produits de qualité. Une sensibilisation faite au cours de la 12e Assemblée générale ordinaire de la coopérative qui a pu collecter plus de 4 000 tonnes d'anacarde en 2023. Nous retenons un élément de satisfaction au niveau de nos producteurs qui sont venus massivement pour venir écouter les messages et les rapports moraux et financiers de leur société coopérative. Pour une meilleure qualité de l'anacarde, les cadres et le délégué régional du Conseil du coton et de l'anacarde s'engagent à multiplier les formations sur les bonnes pratiques de récolte et post-récolte. Plus on produira des produits de bonne qualité, plus on aura des revenus. Et au-delà de ça, c'est la réputation de la région même du Béret qui est mise en avant. S'agissant des qualités, nous ne sommes pas encore satisfaits. Pour que l'utilisation des clés soit vraiment effective, il faut effectivement que la noix soit séparée avec les ficelles. Il faut qu'ils adoptent les bonnes pratiques agricoles. La Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou se veut une organisation citoyenne. Elle a fait des dons de timbres, de bons de carburant, des pots de peinture, des papiers rames au corps préfectoral et aux forces de défense et de sécurité de la région du Béret. Valeur de dons, plus de 4 millions de francs CFA. Les meilleurs agents de la coopérative ont été aussi récompensés. Si vous êtes acteur du secteur de l'entretien textile, vous êtes invité à prendre part au forum organisé à votre intention par la Fédération africaine des professionnels de l'entretien textile. Ce forum se donne pour objectif de faire connaître le processus du métier de lavage textile, de discuter de la réglementation du secteur en vue de son assainissement et de former les acteurs que vous êtes aux meilleures pratiques. Sidonie Davila. Le secteur du lavage textile en Côte d'Ivoire est en pleine expansion. Cependant, il souffre d'un certain nombre de maux tels que l'informel, le manque de formation des acteurs et le non-respect des normes d'hygiène. La Fédération africaine des professionnels de l'entretien textile, la FAPEP, a décidé de professionnaliser le secteur en vue de garantir la qualité des services, protéger les consommateurs et créer des emplois décents. Beaucoup de personnes pensent que quand vous arrivez au supermarché, il faut prendre tel produit pour aller laver vos habits. Mais non, les habits ont des différentes fibres textiles. Si vous avez des habits avec du coton, de la laine, ce n'est pas les mêmes produits qui sont lavés.
vous allez venir et vous allez constater avec des spécialistes que tel produit est important pour tel habit. La question de la réglementation du secteur a également été abordée. Nous travaillons sur des tests. Par exemple, ceux qui doivent laver le linge hospitalier doivent avoir une formation spécifique. Nous avons travaillé avec le ministère de la Santé et nous avons proposé la formation de 1000 agents. Le ministère de la Santé et d'autres partenaires ont apporté leur soutien à la filière textile dans son projet de professionnalisation du secteur. Ils ont notamment signé un accord de partenariat. Il faut qu'on fasse en sorte que les normes soient respectées sur le plan du textile dans nos hôpitaux. C'est pour cela que nous encourageons donc les actions de la FAPEP. La convention que nous avons signée avec la FAPEP, c'est de donner une réponse pédagogique au parcours de formation qui seront élaborés. Donc nous allons voir les métiers et nous allons formaliser les métiers et élaborer les curricula de formation pour que tous les jeunes qui sont intéressés par le métier aient au moins un parchemin qui disent qu'ils peuvent tenir un pressing. Avec le soutien du ministère de la Santé et d'autres partenaires, la Fédération africaine des professionnels de l'entretien textile, créée en 2022, est en passe de réussir son pari de faire du lavage textile un métier à part entière, reconnu et valorisé. Et toujours dans l'actualité nationale, une fondation en mémoire de Cheikh Bouakari Fofana a été lancée hier samedi dans la commune de Port-Bouët en présence de plusieurs personnalités et guides religieux. L'objectif de cette fondation est de perpétuer les valeurs apportées par l'homme à travers la promotion de la foi et de l'engagement social comme levier de développement personnel. Reportage. La fondation Cheikh Bouakari Fofana vient de voir le jour. L'initiative est de rendre hommage au guide religieux Cheikh Bouakari Fofana qui a consacré toute sa vie à servir l'islam et son pays avec un engagement et un dévouement total. Cheikh Bouakari Fofana a non seulement façonné son destin et marqué l'histoire de l'islam en Côte d'Ivoire, mais a aussi tracé pour toute la communauté musulmane une vision fondée sur 3 axes: croire, éduquer et inspirer. Nous sommes réunis en ce jour avec comme mission de préserver les générations futures une bibliothèque inestimable. La Fondation Cheikh Bouakari Fofana s'engage non seulement à être la gardienne intègre de cette bibliothèque humaine, mais aussi à perpétuer son œuvre. Mon père était bien plus qu'un homme ordinaire. D'abord, il n'était pas seulement mon père biologique, il était aussi le père spirituel de la plupart d'entre vous. Le guide religieux Cheikh Bouakari Fofana, c'est toute une vie qui met en lumière le parcours de l'homme au service d'Allah Tout-Puissant. En 1974, quand je l'ai connu étant au lycée Faute-Bagny, tout de suite, j'ai vu en lui un guide, un conseiller, un visionnaire et quelqu'un qu'on pouvait être amené à suivre pour être en sa compagnie. Oui, le cheikh des imams, Bouakari Fofana, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, était un homme de culture qui se distinguait des autres prédicateurs par sa foi, sa vision et ses stratégies, ce qui lui a valu renommée, influence et confiance de tous. La cérémonie de lancement de la fondation a été meublée par des témoignages. C'est un homme de foi, de devoir, d'engagement, de résilience et un homme d'initiative. Je suis convaincu que cette fondation va aider à transmettre ces valeurs-là pour le bonheur de la communauté musulmane. La communauté musulmane retiendra surtout de lui comme l'image d'un homme qui a beaucoup fait pour sa structuration, pour son organisation et faire en sorte donc que les valeurs de la foi pénètrent les cœurs. Pour le président du Conseil supérieur des imams et des mosquées, Cheikh Bouakari Fofana était un grand guide spirituel qui a contribué à l'unité des musulmans en Côte d'Ivoire. Nous avons suivi, Cheikh Bouakari Fofana, nous avons suivi un grand guide spirituel. Pour preuve de cela, moi qui vous parle, je l'ai connu après avoir fait mes études supérieures. Et je savais lire le Coran. Mais c'est Cheikh Bouakari Fofana qui m'a montré Dieu.
La Fondation Cheikh Boakari Fofana, dont le siège est au Canada, a pour objectif de former les leaders, de promouvoir l'excellence et de favoriser l'engagement islamique des cadres d'entreprise. Cette fondation sera un organisme international de bienfaisance, indépendant et sans affiliation politique en vue de perpétuer les valeurs de ce guide religieux. Afin de soutenir la Fondation Cheikh Boakari Fofana, un don d'une valeur de 5 millions de francs CFA a été offert par le président de la République, Alassane Ouattara. Un reportage de Chris Diomondé commenté pour vous par Patricia Omouetia. Madame, Monsieur, cette note triste dans ce journal, nul ne connaît le jour de son jour. Une phrase que nous empruntons avec beaucoup de tristesse à son plus illustre auteur. Vous l'avez certainement connu pour son délire et son sens de l'humour particulier, révélé au grand public suite à un gag de la télévision nationale. Célestin Kadi, à l'état civil surnommé le Vieux Malacré ou encore Docteur Vis-à-vis, est décédé à l'âge de 118 ans. Il s'était essayé à la chanson avant de disparaître des écrans radars. Son décès a été annoncé hier samedi par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Khalil Diomandé. Le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps. Nous sommes dans la main de Bapi. Le temps est de modernité. L'homme à la verve atypique, Célestin Kadi, connu sous le pseudonyme de Docteur Vis-à-vis et de Vieux Ménécré, s'est éteint ce samedi 17 février 2024 dans sa 118e année à Ménécré, son village natal. C'est en 2004 qu'il est mis sous le feu des projecteurs à travers l'émission Coq à l'âne de l'animateur John Jay. Le Vieux Ménécré a conquis le cœur du public ivoirien à 97 ans par son ton humoristique et ses proverbes dont lui seul a le secret. J'ai dit, sans peinture, on ne va jamais avoir miroir. Et le temps est bouleversé maintenant, on ne sait pas où aller. Dans le monde, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes pas, je m'en fous de toi, je m'en fous des milliardaires. Grâce à sa cote de popularité, le centenaire s'était lancé dans l'industrie musicale avec des titres célèbres comme Iolélé. Ses prises de parole singulières en chantaient plus d'un. Le Vieux Ménécré faisait l'objet de nombreuses sollicitations et lorsqu'il était interrogé sur le secret de sa longévité, il le résumait en un triptyque. Comment se fait-il que vous êtes toujours en bonne santé? Quel est votre secret? Ça dépend de mes comportements et mon éducation et la foi. Du vieillard, les Ivoiriens ne gardent que de beaux souvenirs. La première fois qu'on l'a vu à la télé, que je l'ai vu à la télé, il a dit, lui quand c'est mort, il réveille ça. D'après les jeunes, il a enjaillé les gens. Malgré son âge, il avait encore le sens de l'humour. En tout cas, il nous a vraiment fait beaucoup rire. Il a donné la joie aux Ivoiriens, il a fait beaucoup de choses que vraiment on ne peut pas l'oublier. Père à son âme, vraiment la Côte d'Ivoire a perdu un artiste. Le Docteur Vis-à-vis, désormais dans l'au-delà, mais ses proverbes restent à jamais dans la mémoire collective. Et comme il le disait lui-même, personne ne connaît le jour de son jour. Voilà. Reportage de Khalil Diomandé, repos à l'âme du défunt. À place à présent à l'entretien de ce dimanche, dans le quai du magazine ce dimanche, ce 13h, nous recevons M. Amand Vladimir, chef du CICERT. Le CICERT, c'est le Centre national de veille et de réponse aux incidents de sécurité informatique. Amand Vladimir, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes le coordonnateur du projet Cybercan, dispositif opérationnel institué par la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications, pour contrer tout risque de cyberattaque au cours de la Cannes 2023. De façon simplifiée, que représente ce dispositif? Alors, ce dispositif est un mécanisme opérationnel, donc une technologique et opérationnelle qui a été mis en place par l'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire pour apporter une touche complémentaire en matière de sécurisation du cyberespace, parce que naturellement l'organisation de tels événements fait peser des risques de sécurité énormes au titre desquels la cybersécurité naturellement s'est vraiment installée comme une thématique de premier plan, surtout que nous sommes dans une phase de digitalisation très avancée au niveau de la Côte d'Ivoire, et c'est tout naturellement que la RTCI, en tant que garant donc de la cybersécurité nationale, a mis en place ce projet-là pour que nous ayons la plus belle Cannes comme on l'avait annoncé. Alors comment s'est effectuée la mise en œuvre de ce dispositif, dites-nous? Alors c'est un dispositif qui était opérationnel, donc on avait des équipes qui effectuaient un monitoring en 24/7, donc 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc on a
identifier donc les risques, donc les facteurs de risque essentiels qui nous ont été remontés donc par l'expérience que nous avons sur le terrain. Il faut rappeler que la RTCI est le pionnier en matière de cybersécurité depuis 2008, donc sur cette question. Et donc toute l'expérience que nous avons donc acquis pendant ces années nous a permis donc d'identifier les facteurs de risque, donc d'identifier également les acteurs menaçants et surtout de regarder les actifs les plus critiques qui méritaient d'être monitorés de manière spécifique pendant cette compétition. Alors dites-nous, quelles étaient les missions précises affectées à ce dispositif ? Alors tout d'abord, sur l'ensemble de la chaîne de cybersécurité, il y a des missions liées à l'identification des menaces. Naturellement, c'est le premier élément qui a été fait, donc identifier les menaces, identifier les actifs critiques, donc notamment les applications numériques en ligne. Il y a également des serveurs critiques et des services qui sont critiques pour la santé économique de l'État, pour la sécurité nationale, etc. Donc tous ces secteurs-là et tous ces actifs ont été identifiés. Dans un second temps, il a été question de mettre en œuvre donc des mesures pour assurer donc la détection des incidents de sécurité, donc ce qui a été fait. Et donc dans le continuum lié à la cybersécurité, il y a également au-delà donc de l'identification des menaces, il faut aussi être en mesure de réagir, et nous avons mis en place un poste spécifique pour la question de la réaction qui nous permettait donc d'apporter des réponses opérationnelles en cas de cyber-incident. Et nous allons entrer ensemble dans le détail de vos actions, où nous allons justement placer ces missions au crible, évaluer la sécurité des applications, réseaux et systèmes d'information sensibles hébergés sur le territoire national. En quoi cela a-t-il consisté véritablement ? De manière très simple, ça a consisté à effectuer donc des analyses de vulnérabilité sur ces actifs-là. Tout d'abord, savoir s'il y a des vulnérabilités exploitables par des acteurs malveillants. Vraiment sur la partie proactive. Ensuite, sur la partie réactive, c'est justement de faire un monitoring particulier sur ces actifs-là pour s'assurer que des cyberattaquants ne soient pas en train donc d'essayer d'attenter donc à la sécurité de ces... Et est-ce que vous avez pu contrer des actions de ces cyberattaquants ? Oui, vous savez, la cybersécurité, c'est un jeu du chat et de la souris dans lequel les acteurs donc, de défense donc, de ces systèmes d'information doivent être en permanence en alerte. Nous avons été en mesure, dans le cadre de ce projet-là, justement, donc, de monitorer plus de 7000 événements de cybersécurité et coordonner donc, la gestion opérationnelle de plus de 10 cybercrises. Donc on parle vraiment de cybercrise quand on a des incidents qui sont déclarés et pour lesquels il faut apporter des réponses opérationnelles, ce que nous avons été en mesure de faire avec le concours donc, de tous les acteurs impliqués et dans l'organisation de la compétition et globalement sur les actifs critiques nationaux. Alors nous sommes curieux de savoir, en pleine période de Cannes, en quoi pourrait consister une attaque de cyberdélinquants. Alors, quoi pourrait consister cette attaque ? De manière très simple, on a tout d'abord une application qui va gérer, par exemple, la billetterie ou éventuellement donc, des actifs qui vont permettre donc, l'accès à l'information liée à la compétition. Et donc, on peut avoir des cyberdélinquants qui vont prendre le malin plaisir, par exemple, de rendre inaccessible ce site Internet. Ou éventuellement, on a aujourd'hui énormément de moyens de paiement qui sont numérisés. Donc, on a également des menaces qui sont liées donc, à la possibilité donc, de capter des informations bancaires, par exemple, de population. Et naturellement donc de réaliser des actions illicites sur les comptes bancaires, ce qui peut être naturellement très dommageable. Et un autre élément extrêmement important, c'est celui de la propagande. C'est vraiment un des aspects les plus importants que nous avons regardé. Aujourd'hui, la possibilité donc de s'attaquer à un site internet institutionnel, peu importe lequel, et d'y faire passer des messages qui soient propagandistes. Justement, c'est une des missions que nous avons essayé de tenir au maximum pendant cette campagne, en tenant compte du contexte global. Alors dites-nous, comment est-ce que les cyberdélinquants arrivent à contourner tous les pare-feux de sécurité mis en place pour justement protéger ces systèmes d'information ? La cybersécurité en soi est une lutte assez, on va dire, disproportionnée dans la mesure où les attaquants donc, ont, eux, aucune limite. Naturellement, tous les systèmes qui vont être mis en place du point de vue de la sécurité sont faillibles par essence. Donc, donc il n'y a pas de sécurité zéro. Absolument, il n'y a aucune sécurité à 100%. L'objectif est de mitiger le risque pour qu'il soit réduit à son expression la plus infime, de sorte à ce que les objectifs stratégiques qui sont poursuivis donc, par les organisations puissent être atteints. Et naturellement, nous, en accord avec l'ensemble des acteurs, nous mettons
le maximum de moyens pour protéger ces systèmes et faire en sorte que justement ils soient toujours disponibles, que les données soient gardées de manière confidentielle et intègre. Alors, au nombre de vos missions, il y a également l'identification de menaces et la détermination des risques critiques à surveiller et à traiter. On va se mettre en situation, un système est attaqué, comment est-ce que vous l'identifiez tout de suite et comment est-ce que vous réagissez? Alors, nous avons un système de monitoring global donc, qui consiste à monitorer le cyberespace national, donc l'ensemble des actifs, donc des adresses IP qui sont dévolues à l'espace ivoirien, donc sont monitorés, nous les regardons en 24/7. Et justement, quand il y a un incident, nous avons des outils qui nous permettent donc de lever des alertes. Et quand ces alertes sont levées, nous entrons donc en mode gestion des crises. Il y a un mécanisme automatique qui se met en place? Exactement. Il y a un mécanisme technologique automatique qui est mis en place et qui est appuyé par justement l'équipe opérationnelle dévolue à cette question. Et le reste est vraiment dans la mise en œuvre donc, des moyens de mitigation. C'est en accord et en concert avec les propriétaires, donc les gestionnaires de ces ressources-là. Nous apportons donc l'appui technique nécessaire pour gérer ces incidents. Alors, vous avez aussi pour mission de sensibiliser, d'informer les populations, les usagers d'Internet, et bien sur les risques de sécurité, les moyens de s'en prémunir. Est-ce que vous avez justement, au cours de cette CAN, justement respecté ce cahier des charges? Exactement. Dans le cadre du projet CyberCAN. On vous a vu sensibiliser les populations? Exactement. Dans le cadre du projet CyberCAN, nous avons donc initié une campagne de sensibilisation, près de 40 thématiques, donc jour par jour sur Internet. Donc on a eu une campagne qui a été initiée sur nos différents médias sociaux. Nous avons également fait donc, des campagnes de communication sur donc des médias traditionnels, on va dire ainsi, donc la télé et la radio, et naturellement dans les journaux. Mais la sensibilisation est allée un peu plus loin, donc nous partagions donc des bulletins de sécurité, des bulletins d'information, surtout aux acteurs qui sont aux premières lignes donc, de la protection de ces systèmes-là. Et en termes de capacité opérationnelle, vous avez réussi à mailler tout le territoire national? Nous avons réussi à mailler l'ensemble du territoire national, justement en nous appuyant sur notre réseau de collaboration nationale et surtout notre réseau de partenaires extérieurs. Quel est le rôle que joue la RTCI, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire, dans la cybersécurité nationale? La RTCI en soi a pour mission donc d'assurer la fonction de responsable de la cybersécurité. C'est une fonction qui lui a été conférée par l'État ivoirien à travers l'adoption du décret 2020-128, donc qui porte création du Centre national de cybersécurité. Et ce centre-là est hébergé au sein de la RTCI. La RTCI a donc pour vocation donc d'assurer la coordination et la gestion donc, de la cybersécurité au plan national, donc de concert avec les différents acteurs impliqués dans la chaîne de cybersécurité. Alors, votre analyse globale des résultats obtenus avec CyberCAN tout le temps de la compétition? Nous avons des éléments qui nous permettent d'être, on va pas dire fiers, mais on peut quand même regarder dans le rétroviseur et se dire que nous avons été à l'initiative d'un projet très novateur. Donc, aucune organisation de compétition sportive n'a déjà implémenté un dispositif spécial cybersécurité. Et la Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, qui est un pionnier de la cybersécurité au niveau régional, dans la mesure où depuis 2008, le premier forum régional sur la cybersécurité a été tenu à Yamoussoukro. Et donc, nous faisons vraiment office de pilier en la matière. Et justement, le projet CyberCAN également est une innovation majeure dans la mesure où nous avons réussi le pari donc d'intégrer la cybersécurité dans le dispositif global donc d'organisation de la compétition. Et les leçons qu'on en tire justement nous permettent d'entrevoir l'avenir de manière plus sereine et surtout de mettre la cybersécurité au cœur de la transformation digitale telle que voulue par les plus hautes autorités dirigeantes de notre pays. Alors, est-ce que le mécanisme CyberCAN permettait également d'identifier ces cyberdélinquants, de les mettre à la disposition des juridictions? Exactement. Pour rappel, les cas ont été enregistrés au cours de cette Tout à fait. Pour rappel, la RTCI a également initié la création de ce qu'on appelle la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, justement. Donc, nous avons un pont fonctionnel dans le cadre de nos activités opérationnelles. Et donc, les incidents ou alors lorsque des acteurs sont identifiés, naturellement, l'information est portée aux autorités judiciaires afin que les contrevenants à la loi répondent de l'exact devant la justice. Pouvons-nous avoir une idée de ces quelques cas qui ont été donc identifiés en termes de chiffres? Vous en avez à partager avec nos téléspectateurs? Sur les chiffres, comme je le mentionnais, nous avons eu à gérer donc 10 cyberincidents, 10 cybercrises majeures pour lesquelles il y a des acteurs et donc des actifs qui ont été identifiés très clairement. Et pour le reste, je laisserai donc la justice donc faire le travail qui est le sien. Alors nous sommes pratiquement au terme de nos échanges. L'action CyberCAN s'achève-t-elle avec la CAN ou devrons-nous nous attendre à une sorte de veille stratégique?
Alors, la cybersécurité en soi n'est pas un produit. Aujourd'hui, elle est devenue une exigence quasi vitale pour notre pays et pour l'ensemble des États, dans la mesure où la digitalisation, telle que voulue par les autorités dirigeantes du pays, est en train de s'accélérer de plus en plus. Donc, la cybersécurité doit être mise au cœur des dispositifs parce qu'elle ne représente pas juste un enjeu technologique, mais un véritable enjeu sociétal. Et bien sûr, le projet CyberCan en soi prend fin avec la fin de la CAN, mais la cybersécurité ne s'arrête pas du tout dans la mesure où la RTCI, à travers le Centre national de cybersécurité, continue donc d'assurer le monitoring et de garantir un cyberespace le plus sécurisé et résilient possible. Et c'est une bonne nouvelle et ça nous rassure. Merci à vous, monsieur Armand Vladimir, chef du CICERT. Le CICERT, c'est le Centre national de veille et de réponse aux incidents de sécurité informatique. Nos échanges ont porté bien sûr sur la présentation de CyberCan, le rôle de la RTCI, dans la cybersécurité nationale et les résultats obtenus avec CyberCan. Merci donc d'avoir été avec nous sur ce plateau pour cette édition 13h. Madame, juste avant de rendre l'antenne, sachez qu'au Sénégal, une information judiciaire a été ouverte contre la commission d'enquête parlementaire créée pour éclaircir l'invalidation de la candidature de Karim Wade à la présidentielle, initialement prévue pour le 25 février. Cette information judiciaire ouverte contre cette commission met automatiquement fin à sa mission selon les règlements de l'Assemblée. La commission parlementaire avait été mise sur pied le 31 janvier dernier à la demande du PDS, le parti de Karim Wade. Son objectif était de travailler à éclaircir le processus de sélection des candidats à la présidentielle du 25 février. Voilà qui marque donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.